Bonsoir et bienvenue à tous en direct sur Public Sénat pour cette soirée spéciale autour des élections législatives britanniques. Il s'agit de l'un des scrutins les plus serrés de l'histoire du Royaume-Uni. Tout demeure possible ce soir quant à la couleur du futur gouvernement qui restera à la tête du pays pendant 5 ans. De nombreux invités nous rejoindront tout au long de cette soirée pour analyser les enjeux de ce scrutin et bien sûr commenter les tout premiers résultats que nous vous communiquerons avec notre partenaire pour cet événement, la BBC. L'ambassadeur du Royaume-Uni, Peter Westmacott, nous livrera en exclusivité sur Public Sénat ses premières impressions et son analyse des résultats qui nous parviendront aux environs de 23 h. Et je vous invite à poser toutes vos questions à nos invités à travers notre chatroom activé ce soir. Voilà pour cette grande page spéciale élections britanniques, mais tout de suite les autres titres de ce 22 h. L'État va se serrer la ceinture et tout le monde sera concerné. L'austérité est affichée pour lutter contre les déficits, mais le mot de rigueur n'est pas prononcé. Le PS dénonce un coup de bambou. Analyse dans ce journal de Jean-Louis Gombault. C'est un jour anniversaire, les 3 ans de présidence de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Le bilan et ce qui est à venir, c'est le débat du 22 h. Et on commence ce journal par les élections au Royaume-Uni. Les Britanniques sont donc à l'heure du choix. Les 3 principaux candidats, les 3 prétendants au 10 Downing Street sont bien sûr allés voter aujourd'hui. Le favori des sondages conservateurs, David Cameron, a été le premier des 3 candidats à se rendre aux urnes ce matin. Le Premier ministre sortant, Gordon Brown, a quant à lui voté en Écosse. Quelques instants plus tard, il était accompagné de son épouse Sarah et puis le libéral-démocrate Nick Clegg, qualifié de faiseur de roi dans cette élection, était à Sheffield, c'est dans le nord de l'Angleterre, également accompagné de son épouse, mais qui, elle, n'a pas pu voter, étant de nationalité espagnole. Voilà pour les 3 principaux candidats qui se sont livrés une bataille acharnée durant cette campagne et au cours des débats télévisés qui les ont opposés. Vous avez d'ailleurs été nombreux à suivre le dernier d'entre eux sur notre chaîne. Et selon la dernière étude réalisée pour le Sun aujourd'hui, eh bien c'est le conservateur David Cameron qui serait en tête avec un soutien stable de 35 % de l'électorat. Gordon Brown est en léger progrès à 30 % et Nick Clegg à 24 % des intentions de vote. Alors quelle équipe gouvernera le pays pendant 5 ans? Nous verrons tout ça tout à l'heure et avec le commentaire de nos invités. Les tout premiers sondages de sortie des urnes seront connus à partir de 23 h. Mais les dépouillements, je vous le rappelle, se poursuivront jusqu'au tard dans la nuit. Il faudra donc attendre demain pour savoir avec certitude qui est sorti vainqueur. En tous les cas, c'est une élection qui a passionné, mobilisé les Anglais. Dès les premières heures du scrutin, les responsables des bureaux de vote notaient une participation plus élevée que lors des précédentes législatives de 2005, où, je vous le rappelle, 61 % des inscrits avaient fait le déplacement. Et ce regain d'intérêt, eh bien, il est largement à mettre sur le compte d'une campagne plus intéressante et aussi plus indécise que prévu. C'est la performance de l'outsider Nick Clegg lors du premier débat télévisé qui a transformé en une triangulaire inédite ce que tout le monde présentait comme un duel traditionnel entre la gauche et la droite. Et tout de suite, on va se rendre à Londres. On retrouve notre correspondant Loïc Venin. Bonsoir. Bonsoir. Loïc, quelles sont les dernières tendances, les derniers pronostics ce soir à moins d'1 heure de la fermeture des bureaux de vote? Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que, comme vous le disiez, il y a une participation qui semble plus importante qu'en 2005 et qui même pourrait être un record depuis les élections de 97 qui avaient amené Tony Blair au pouvoir et qui avait été remarquable justement en termes de participation. On avait 61 % de participation en 2005 lors des dernières législatives et on s'achemine vers une participation de 71 % cette fois-ci. Donc ça confirme. Oui, on a parlé, vous avez parlé vous-même d'une élection qui a mobilisé, voire passionné les Anglais. Est-ce qu'il y a de l'effervescence ce soir? Est-ce qu'on peut comparer ça à l'élection américaine? Il y a une effervescence qui a été plus le cas durant la campagne, mais actuellement il s'agit beaucoup plus d'un suspense, voire d'une tension, puisque, comme vous le disiez, c'est extrêmement ouvert, on n'a pas une idée claire du vainqueur. Donc tout le monde se regarde un peu en chien de faïence en se demandant qui va gagner.
Merci beaucoup Loïc Venin, et je précise qu'on vous retrouvera tout à l'heure après les résultats à partir de 23 h. Et on va retrouver tout de suite notre journaliste Caroline Delage qui est à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Caroline, bonsoir. Alors quels sont les enjeux pour la France de cette élection britannique ? Bien, les enjeux pour la France, vous savez, c'est surtout l'Europe, bien sûr. Vous savez qu'il y a un candidat très eurosceptique. C'est d'ailleurs le favori de ce scrutin, le leader des conservateurs, David Cameron. C'est forcément pas le favori de Paris, mais Nicolas Sarkozy n'est pas inquiet. S'il est élu, a dit le président de la République, il deviendra pro-européen comme tous les autres. Et de fait, le leader des Tories a déjà mis un peu d'eau dans son vin. Il a renoncé, par exemple, à organiser un référendum sur le traité de Lisbonne, comme il l'avait envisagé autrefois. Alors, quoi qu'il en soit, la France travaillera avec le prochain gouvernement britannique, a déclaré le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Pierre Lellouche. La solution d'une coalition avec la révélation de cette campagne, le très europhile Nick Clegg, leader des libéraux-démocrates, serait peut-être la solution la plus séduisante puisque Gordon Brown semble mal assuré de rester au 10 Downing Street. Le Premier ministre britannique, dont Nicolas Sarkozy, a dit à plusieurs reprises le plaisir qu'il avait eu à travailler avec lui. Alors ici, à l'ambassade de Grande-Bretagne, et bien comme vous, tout le monde attend les premières estimations, les premiers résultats. On suit ça sur Sky News qui est projeté sur grand écran au fond de cette salle. Les invités commencent à arriver. La soirée a débuté à 21 h 30 puisque les résultats vont tomber très tard dans la nuit. Donc nous reviendrons un peu plus tard vers vous avec quelques-uns des invités, à commencer par la comédienne Charlotte Rampling tout à l'heure. Merci beaucoup Caroline, je vous dis donc à tout à l'heure. Vous étiez en direct de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris et bien sûr on vous retrouvera tout au long de cette soirée pour de nombreuses réactions à votre micro. On poursuit notre 22 h spécial autour des élections britanniques, mais restez avec nous, nous allons aussi bien sûr développer ce soir les autres titres de l'actualité. Regardez, c'est en images avec Pierre Bond-Joseph. Le Premier ministre François Fillon vient de trancher. La procédure d'urgence, un temps envisagé pour l'examen de la loi sur la burqa, est abandonnée. Le Premier ministre donne finalement raison au président de l'Assemblée nationale et du Sénat qui demandait depuis le départ le temps d'examiner un texte très polémique. Au lendemain des manifestations meurtrières à Athènes, un nouveau rassemblement réunit 10 000 personnes aujourd'hui, 3 fois moins que la veille. Une manifestation pacifique devant le Parlement où les députés grecs votaient le plan d'austérité. Ce plan prévoit 30 milliards d'économies sur 3 ans. Unanime pour lutter contre les armes à sous-munitions. Aujourd'hui, le Sénat a voté le projet de loi sur l'élimination des stocks d'armes à sous-munitions. Selon les termes de la Convention d'Oslo, la France ne les utilisait plus, mais les stockait. Elles seront détruites d'ici 2016. Les États-Unis, la Chine, Israël ne l'ont pas encore fait. La gauche a demandé en vain l'interdiction pour les entreprises françaises de les fabriquer et de les vendre. Des armes qui ont fait près de 100 000 victimes depuis 30 ans, dont 98% sont des civils. Visiblement, ni le condamné ni le ministère public ne sont satisfaits du verdict prononcé la semaine dernière contre Charles Pasqua par la Cour de justice de la République. L'ancien ministre de l'Intérieur, qui se dit injustement condamné, a fait aujourd'hui appel de sa condamnation à 1 an de prison avec sursis pour détournement de fonds. Le ministère public s'est pourvu lui aussi en cassation contre l'ensemble des affaires concernant le sénateur des Hauts-de-Seine, y compris les 2 dossiers pour lesquels Charles Pasqua a été disculpé. Si l'arrêt était cassé pour non-respect des règles de procédure, Charles Pasqua devrait être alors rejugé. Attention, on ne badine pas avec les couleurs de la nation. Interrogé aujourd'hui lors des questions au gouvernement, Éric Besson a affirmé que la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, voulait ajouter dans la loi une disposition permettant de punir les outrages au drapeau ou à l'hymne national. Au centre de la polémique, cette photo prise dans le cadre d'un concours organisé par la FNAC sur un thème qui porte plus que jamais bien son nom, politiquement incorrect. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi l'annonce par le Premier ministre du gel pendant les 3 années à venir des dépenses de l'État. François Fillon, qui avait convoqué en séminaire tous ses ministres pour préparer le budget 2011-2013, espère ramener le déficit public à moins de 3% d'ici 3 ans. On écoute sur ce sujet le ministre du budget, François Baroin, au Sénat. La rigueur, monsieur le sénateur, c'est l'augmentation des impôts.
il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Nous avons l'un des points les plus élevés en matière de prélèvements obligatoires et avec ce niveau-là, il n'est pas question une seconde d'augmenter les prélèvements obligatoires. Ce qui veut dire en effet un effort de 2 points de réduction des déficits pour l'année prochaine, ce qui veut dire un effort sur les dépenses fiscales et non pas les niches fiscales à hauteur de 5 milliards sur les 2 années qui viennent, ce qui veut dire en effet des efforts puissants sur les 3 sources de dépenses collectives que sont les dépenses de l'État, les dépenses sociales et les dépenses avec les collectivités locales. L'analyse de Jean-Luc Gombault. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sonia. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à cette annonce, à ces efforts qui sont demandés par le gouvernement? On pouvait s'y attendre, mais là c'est plus précis. C'est vrai que le gouvernement nous annonce aujourd'hui une stabilisation en valeur de la dépense de l'État. Autrement dit, ça signifie une baisse en volume, parce que comme les prix vont augmenter, le pouvoir d'achat de l'État va évidemment baisser si on laisse ses ressources en valeur stagner. Je signale qu'en 2009, c'est ce qui s'est passé, mais là c'était un peu un bon concours de circonstances, mais c'est quelque chose de proprement original qui ne s'est jamais vu. Le gel de la dépense de l'État en valeur, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu, donc c'est assez exceptionnel. Cela dit, il faut bien voir que l'État ne fait que 30% de la dépense publique, parce que M. Baroin l'a signalé, donc il a bien été question. Aujourd'hui, il y a un peu de confusion, on ne sait pas très bien. M. Fillon a bien parlé d'un gel de la dépense de l'État, et M. Baroin rajoute là-dessus les dépenses de santé, de sécurité sociale et des collectivités locales, dont apparemment, M. Fillon n'a pas parlé, parce qu'il est clair que, comme les dépenses de l'État ne font que le tiers de la dépense publique en général, ce n'est pas un gel de la dépense de l'État en valeur qui va permettre de gagner 50 milliards d'euros, nous autorisant à atteindre les fameux 3% en 2013. Et Jean-Louis, il y a aussi été question aujourd'hui des niches fiscales avec un chiffre qui n'est pas négligeable. Alors évidemment, on parle de 5 milliards, et là aussi, il y a un problème d'harmonisation de la communication au sein du gouvernement, parce que M. Baroin vient de nous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. M. Châtel nous a dit cet après-midi qu'il n'y aura pas d'augmentation massive d'impôts, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'on peut les mettre d'accord en disant que si on trouve dans les niches fiscales 5 milliards d'euros, si vous enlevez des privilèges ou des avantages fiscaux à certains contribuables, c'est pour eux quand même une augmentation d'impôts. On peut appeler ça autrement, mais c'est quand même une augmentation d'impôts de 5 milliards. Et Jean-Luc, toutes ces annonces, elles n'interviennent pas n'importe quand. On est à la veille d'un sommet très important, un sommet extraordinaire des chefs d'État européens. Exactement, c'est demain, donc il y a le sommet des chefs d'État européens. Il faut bien se rendre compte de l'importance absolument psychologique qu'a fait le coup de tonnerre grec. C'est-à-dire que tout le monde se dit maintenant, et si ça nous arrivait à nous? Avec la Grèce, on a fait des propositions, on a été, disons, défensif une fois que le problème est arrivé. Là, on essaie d'avoir une stratégie beaucoup plus offensive. Il y a eu une correspondance hier entre M. Sarkozy et Mme Merkel, appelant à plus de gouvernance au sein de l'Europe et plus de surveillance. M. Sarkozy arrive demain à ce sommet européen avec au moins lui une proposition. Je gèle mes dépenses. Il arrive un peu comme un bon élève. Disons que c'est un peu exagéré de dire qu'il est un bon élève. Disons que c'est un élève qui prend de bonnes résolutions, ce qui est un peu différent. Merci beaucoup Jean-Louis. Et je précise qu'on vous retrouvera tout à l'heure pour commenter avec nous le résultat des élections législatives britanniques. La suite du 22h, et c'est aujourd'hui un jour anniversaire, 3 ans de présidence de Nicolas Sarkozy. Le 6 mai 2007, il était élu à la tête de l'État. 3 ans plus tard, eh bien, les Français sont peu convaincus de son action. Selon un sondage BVA publié aujourd'hui, 69% d'entre eux jugent son bilan mauvais. Pourquoi? Et assiste-t-on à une amorce de changement depuis quelque temps avec un rythme présidentiel ralenti et plus serein? On verra ça avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, le regard sur ces 3 années. Vous allez le voir, un regard décalé avec Marie Brémaud. Ils sont venus souffler les bougies des 3 ans au pouvoir de Nicolas Sarkozy devant le Fouquet's, lieu symbolique puisque c'est ici que le chef de l'État en 2007 avait fêté sa victoire. Preuve que ses opposants à la politique menée par le gouvernement ne manquent pas d'humour. Je suis venue souffler les 3 bougies de l'anniversaire du petit, qui était ravi. Hein. On essaie de marquer le coup en fait, ça nous a tellement, comment dire, déconcerté ce concert à la Concorde. C'est une façon d'extérioriser son mal-être. Fanfare, chanson de Mireille Mathieu, lâchée de colombes et de billets de 500 €. L'organisateur de ce rassemblement ludique n'est autre que l'humoriste Christophe Alévèque.
pour qui la résistance s'impose. Moi je pense qu'il faut se bouger, il faut se faire entendre, il faut voilà. Même si nous c'est une goutte d'eau dans l'océan, je pense que ça leur revient quand même un peu aux oreilles quoi. Vive la France! Si cette bande de joyeux drilles se donne rendez-vous encore une fois l'année prochaine, ils espèrent ne plus se retrouver sur les Champs-Élysées après les prochaines élections présidentielles de 2012. Nos invités pour parler de cet anniversaire et surtout de ce bilan, François Bonnet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur éditorial de Mediapart. Oui. Également avec nous, Jean-Paul Alduy, bonsoir, sénateur bonsoir. UMP des Pyrénées-Orientales. Alors on l'a vu, près de 7 Français sur 10 jugent le bilan de Nicolas Sarkozy globalement mauvais. Et comment vous jugez ce constat? Bon, d'abord, je voudrais dire que Mitterrand et Chirac, après 2 ans, ont eu pratiquement le même type de décrochage et ça ne les a pas empêchés d'être réélus à la fin de leur mandat. Bon. Personnellement, je crois, et pourtant, ils n'avaient pas fait autant de réformes qu'a pu faire, disons, Nicolas Sarkozy dans ces 2 troisièmes années. Et pourtant, ils n'avaient pas eu non plus cette crise et pourtant, le constat est réaliste pour vous, sévère? Comment il est? Moi, je considère aujourd'hui, si vous voulez, qu'il faudra donner du temps au temps pour que toutes ces réformes soient reconnues sur le terrain. Je vais donner un exemple. Qui aurait dit, il y a quelque temps, qu'on aurait été capable de réformer les universités? Chaque fois qu'on y touchait, c'était des centaines de milliers de personnes dans la rue, etc. Et tout le monde reculait. Bon, non seulement on a réussi à la faire, mais aujourd'hui, c'est un succès. Et tout le monde trouve que cette réforme est bonne. On va revenir en détail sur les réformes, mais sur l'opinion qu'ont les Français, qu'est-ce que vous en pensez justement? Je pense qu'à l'heure actuelle, on est au début d'un mandat. La rapidité des réformes, le fait que ces réformes ont tout touché, évidemment crée un sentiment anxiogène. Quand en plus vous rajoutez là-dessus une crise, la plus grosse crise qu'on ait jamais vue depuis un siècle, il est normal que dans un climat d'anxiété, le président de la République est celui qu'on connaît, qui est celui qui est en haut de la pyramide, paye le prix de cette anxiété. Alors justement, François Bonnet, il y a 69%, juste je pose l'action, des gens déçus. Est-ce qu'ils sont forcément tous des déçus du sarkozysme ou est-ce n'est pas les circonstances et la crise qui a été importante qu'ils jugent aussi? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est dans une situation qui est très inédite, qui est même totalement inédite sous la Ve République, où au bout de 3 ans d'exercice du pouvoir, un président de la République qui par ailleurs a été très bien élu en 2007, atteint aujourd'hui des records d'impopularité que n'ont jamais connus ses prédécesseurs lors de leur premier mandat. Mitterrand, 58. Non. Mitterrand en 1984 n'a pas les taux d'impopularité qu'a aujourd'hui Monsieur Sarkozy. Quand on regarde le détail de ce sondage qui est confirmé par d'autres études d'opinion sur ce qui est considéré comme finalement un triple échec, il y a d'abord un échec de la politique de ce pouvoir et qui est très sévèrement critiqué puisqu'il est considéré comme un échec par plus de 80% des personnes interrogées sur des secteurs aussi importants que la politique économique, le chômage, la sécurité. Bon, je le détaille pas. Oui, non, mais parce qu'on va rentrer dans le détail après. Triple échec, c'est-à-dire il y a un échec de la politique de ce pouvoir, il y a ensuite un désaveu de la manière de gouverner, dans la relation entre la présidence de la République et le gouvernement. Et puis, il y a ensuite quelque chose qui est beaucoup plus embarrassant pour le président de la République, qui est un désaveu de la personne et du style de la personne. Donc cette relation presque intime entre l'opinion et le chef de l'État s'est brisé en l'espace de 3 ans. Mais avant de rentrer dans le détail des réformes, quand même, il y a un élément qui est très important, ça a été la crise. Est-ce que quand même, on peut reconnaître que la crise a compliqué l'action de tous les gouvernements, y compris celui de Nicolas Sarkozy, de François Fillon en France? Bien sûr, et la crise est aussi l'opportunité pour des citoyens de voir comment leur gouvernement s'y adapte. Or, de ce point de vue-là, le jugement qui semble tirer aujourd'hui, à l'instant où l'on parle, et les choses seront peut-être et même sans doute différentes dans 6 mois, dans 1 an, on verra, on en reparlera. En tous les cas, aujourd'hui, visiblement, l'opinion très massivement estime que ce pouvoir est à contre-pied, est à contre-coup et ne sait pas s'adapter à l'immense crise systémique que connaît en ce moment pas seulement l'Europe. On va voir pourquoi. Jean-Paul Alduy, Nicolas Sarkozy. Vraiment pas du tout. Moi je suis totalement convaincu que ce triple échec, comme il est dit, sera rapidement un triple succès.
Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a le choc de la crise, il y a le choc des réformes, et en effet, devant un tel choc, on se replie. Et d'ailleurs, les élections régionales ont bien montré que la crise s'est invitée aux élections régionales. On avait plus de 50%. Un échec de la majorité, non? Pour moi, c'est évidemment qu'il y a eu un échec de la majorité, mais tous les pouvoirs ont toujours échoué dans les régionales à mi-mandat. Ouais. Par contre, ce qui est important de voir, c'est qu'on avait plus de 50% d'abstention, c'est-à-dire que la crise s'est invitée avec des gens qui ne voulaient plus aller voter. Et le Front National repartant, c'est quoi? C'est aussi la crise. On va parler des réformes qui concernent les Français. Jean-Paul Alduy, Nicolas Sarkozy a été élu, on le sait, pour réformer. Qu'est-ce qu'on pourrait citer? Qu'est-ce que vous citeriez comme grande réforme? Une seule, je vous demande, une grande réforme pendant ces 3 années de Nicolas Sarkozy, une réforme emblématique. J'ai du mal à en citer une. Non, mais c'est vrai, j'ai du mal à en citer une, parce que les universités, d'une certaine manière, c'était un défi qui a été relevé. Le RSA, c'est peut-être d'ailleurs qui est la plus importante, le RSA, parce que c'est celle qui met le doigt sur le vrai sujet. Il faut à la fois aider, mais en même temps remettre au travail. Mais le fait que vous n'arrivez pas à en citer une, est-ce que ce n'est pas le signe aussi d'une certaine incohérence, peut-être? Non, c'est le fait qu'on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup, et donc on a du mal à peut-être trop. Vous savez, je crois franchement que quand un pays s'était avait à ce point-là décroché en termes de compétitivité par rapport y compris ses voisins, comme l'Allemagne, il fallait redonner la compétitivité. Il fallait donc plein de réformes. La réforme de l'ATP est énorme, on en parlait depuis 10 ans. Et là maintenant on vient de la faire. François Bonnet. Elle n'est pas faite encore. Peut-être un mot non, si vous voulez, si on peut parler de réforme, il y a... on peut s'amuser à donner des exemples. Moi, je peux en donner un, par exemple, la fameuse maison à 15 €, c'était le grand slogan de Sarkozy sur je veux une France des propriétaires. C'est Madame Boutin. Il y en a Boutin, la maison à 15 €, c'était pas Sarkozy. C'était le gouvernement. Et c'était ce qui était en écho. C'est anecdotique, ça. C'était ce qui était en écho aux promesses de Sarkozy sur je veux une France de propriétaires. Maison à 15 €, il y en a eu 10 de fait. C'est un exemple. Autre exemple qui signe une partie de cette politique. C'est des régressions sur nos libertés publiques et des régressions sur notre organisation démocratique. La plus évidente, c'est la plus évidente, c'est ce retour à l'ORTF avec la nomination du président de l'audiovisuel public directement par le président de la République. C'est une régression. Elle est vécue, elle est analysée comme telle par tous nos voisins européens. Voilà pour, évidemment, ce que vous considérez comme mauvaise réforme. Non, la télé, c'est un service public, c'est pas une télévision d'État. Non, monsieur le sénateur. L'audiovisuel public est au service des citoyens. Vous connaissez aussi bien que moi le poids et l'impact de la BBC auprès des Britanniques, puisque nous sommes dans une soirée électorale. Il y a un droit de veto. C'est tout simplement impensable en Grande-Bretagne. La réforme constitutionnelle a donné un droit de veto au Parlement sur toutes les nominations du président de la République, donc y compris celle-ci. Et vous le savez. Non. Donc le Parlement pouvait... Par contre, moi je considère au contraire que sur ce sujet, là c'est le sénateur qui parle, on a redonné au Parlement un rôle efficace, comme on n'avait jamais fait durant la Ve République. La réforme constitutionnelle nous amène à voir 50% de l'ordre du jour. L'exemple de la réforme de la taxe professionnelle. Le président de la République dit en septembre, il n'y aura plus de taxe professionnelle au 1er janvier. Il présente une première esquisse et c'est le Parlement qui a construit la nouvelle réforme. On pourrait vous opposer d'autres choses. On pourrait vous opposer peut-être, vous allez me dire si c'est le cas, des réformes mal ficelées ou en tout cas en trompe-l'œil. On pourrait vous dire où est passée la taxe, la taxe carbone. Où est-elle passée? La réforme de la procédure pénale, apparemment aussi, elle serait peut-être abandonnée. Alors, les lois à répétition, par exemple, on a environ une loi par an sur la sécurité et une loi par an sur l'immigration. La réponse du sénateur. Les lois sont à peine signées, on s'aperçoit que la loi précédente n'a toujours pas ses décrets d'application. Donc on est en permanence, vous êtes législateur, dans une machine à produire des textes qui n'ont aucun effet, qui ne sont pas appliqués, qui sont oubliés, qui sont réécrits l'année suivante. Je vous donne un autre exemple sur Monsieur Sarkozy qui annonce hier la mise à disposition dans certains collèges et lycées de policiers.
Mais c'est une vaste blague. Il l'avait expérimenté jusqu'à maintenant dans son département, les Hauts-de-Seine. Et cette initiative a été abandonnée, ou en gros diminuée de moitié. Donc on nous annonce quelque chose que lui-même a testé comme président de conseil général et dont il a fait le constat que ça ne servait à rien. Est-ce qu'on peut reconnaître quelques éléments positifs? Par exemple, sur l'Europe, dont il est beaucoup question en ce moment. L'Europe était quand même paralysée. Est-ce qu'il a quand même recréé quelque chose lors de sa présidence française de l'Union européenne? Et ça, même l'opposition lui reconnaît son action. Disons que s'il n'y avait pas eu Nicolas Sarkozy, on n'aurait pas eu le traité de Lisbonne. Voilà un exemple très concret. Je crois qu'en plus, dans cette crise financière de 2008, qui n'était pas prévue dans le programme de Nicolas Sarkozy, candidat, dans cette crise financière, la parole de Nicolas Sarkozy a énormément compté pour faire en sorte que les différents États qui avaient la responsabilité de trouver une solution la trouvent rapidement. Et on a réussi à maîtriser la crise financière. C'est vrai que la crise financière à la crise financière a suivi une crise économique, et nous sommes aujourd'hui dans cette crise économique, mais même regardez dans cette crise économique, la France a vu son PIB diminuer de 2,2%, l'Allemagne c'est 4,7%, l'Angleterre c'est 4,9%. En se comparant. Non, attendez, ça veut dire qu'on a su résister à la crise beaucoup mieux, malgré toutes ces réformes. Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur votre écran, le pouvoir d'achat, même en 2009, a augmenté de 2,1%. L'INSEE lui-même le dit. Donc on voit que malgré une crise, malgré le chômage, etc., toutes ces mesures et toutes ces réformes ont permis non seulement d'atténuer le choc, de relancer. On est dans une période de reprise. François Bonnet, on va parler aussi des 2 ans à venir aussi, puisqu'il y a apparemment des réformes qui sont importantes, celles des retraites qui vont venir. Et on a posé, on a demandé aux sénateurs aujourd'hui qu'est-ce qu'ils souhaitent à Nicolas Sarkozy. Regardez, c'est au micro de Marie Brémaud. Je souhaite un bon anniversaire à Nicolas Sarkozy. Je lui souhaite l'équilibre des comptes publics, la compétitivité de l'économie française, le plein emploi. Je lui souhaite qu'il nous écoute. J'ai vraiment rien à lui souhaiter. Comme je ne suis pas méchante, je ne vais rien lui souhaiter. Je crois que mon commentaire se suffit à lui-même. Non, je veux dire qu'il n'y a rien à lui souhaiter, parce que si je voulais répondre sérieusement, je lui souhaiterais d'être un tout petit peu plus attentif à la souffrance de la majorité des Français qui s'en sortent plus. Alors je souhaite de revenir aux fondamentaux réellement et de penser que tous les théorèmes qu'il avait voulu développer, ils reviennent un peu dessus pour comprendre la réalité de ce que vit la France aujourd'hui. Nicolas, je vois que tu as changé d'attitude, tu as bien raison. Les Français qui ont eu un désamour pour toi sont prêts à venir de nouveau te soutenir et t'embrasser. Jean-Paul Alliot, on a vu différentes réactions. Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez? On va commencer par vous. Ah mais moi je moi je suis journaliste, je ne suis pas homme politique, je sais pas. J'ai pas de choses particulières. Il n'y a pas que les hommes politiques, je ne suis pas. Non, je crois que c'est pas sérieux. Moi je souhaite de plus en plus sa majorité aussi bien à l'Assemblée nationale et au Sénat. J'ai un premier souhait, moi c'est il va bientôt présider le G20. Et je lui souhaite, en effet, à la présidence du G20 d'entraîner les différents chefs d'État du G20 dans des réformes qui nous permettent de très très vite sortir de cette crise. Vous parlez d'une séquence importante chez le G20. Oui. Je pense que à l'heure actuelle, le vrai sujet, c'est la reprise. Le vrai sujet, c'est la sortie de crise. C'est celui-là le vrai sujet. Et à partir de là, en effet, comme l'a dit tout à l'heure le sénateur Arthuis, quelle compétitivité de la France dans cette économie mondiale qui est en train de se recomposer. Je crois que ceci est la question centrale. Qui est sans doute l'homme le plus critique, vous parliez du sénateur Arthuis, sénateur centriste, qui est sans doute l'homme le plus critique de la politique économique du gouvernement. Je suis à la commission des finances et je peux vous dire que sous la direction du président Arthuis, on est dans un travail très concret, très positif. On l'a d'ailleurs vu sur la réforme de la taxe professionnelle. C'est pas de critique, c'est on donne notre avis, puis à un moment donné, on est amené à... Alors c'est vrai que le président Arthuis, par exemple, c'est une vraie question qu'il pose, le président Arthuis. Il dit aujourd'hui, on a construit tout le système social français en
pesant sur le travail, les charges sociales. C'était vrai dans une période de plein emploi. Aujourd'hui, on n'est plus dans une période de plein emploi. Et donc, c'est vrai, ils parlent de la TVA sociale pour qu'on pèse davantage sur la consommation et moins sur le travail pour redonner de la compétitivité. Juste un mot, parce que vous parliez, Jean-Paul Alduy, vous parliez de la séquence un instant du G20. François Bonnet, est-ce qu'on parle beaucoup, souvent, d'une métamorphose qui est en train de s'opérer en ce moment à l'Elysée? Est-ce que c'est un président qui dit qu'il faut prendre du temps pour la réflexion, de la concertation? Il a changé? Tous les 6 mois, l'Élysée nous explique que le président se représidentialise. C'est assez cocasse. On se souvient de janvier 2007, son meeting de lancement de la campagne présidentielle, où il disait déjà « j'ai changé, le pouvoir m'a changé ». Et donc, tous les 6 mois ou tous les ans, ça a été le cas très exactement il y a 1 an, ça avait été le cas en janvier 2009, environ entre tous les 6 mois, tous les 1 an, le président décide de revêtir les habits du président. Ce qui montre un vrai problème dans le fonctionnement de ce pouvoir. Donc c'est la première chose. Moi, je pense que le problème de Nicolas Sarkozy pour les 2 ans à venir va être de savoir parler et engager une politique européenne, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. On assiste à une sorte de consensus un petit peu irréel sur ce qu'a été la présidence française de l'Union européenne. Quand on regarde les analyses que font nos voisins européens de cette présidence, c'est pas du tout le même son de cloche. Donc je pense que Sarkozy, elle encense Nicolas Sarkozy. Ah bon? Il n'y a qu'en France où il se fait éreinter. Donc je pense que le premier problème va être pour Nicolas Sarkozy de prendre la pleine mesure des enjeux européens, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. Le second problème va être très simplement de gérer sa majorité, c'est-à-dire d'éviter que des candidatures alternatives se construisent à droite. On sorte du bois. Alors, on a, Jean-Paul Alduy, regardez, c'est un sondage avec notre partenaire lefigaro.fr. On a posé 7 questions aux internautes. Les réformes ont-elles amélioré votre quotidien? Est-ce qu'il y a eu du changement concrètement? Eh bien non, à 61%, oui, à 34%. Ce sont les internautes qui ont répondu. Mais voilà ce qu'ils ressentent des réformes qui ont été engagées, le mot de la fin. Je suis totalement convaincu que ce sondage-là, quelles que soient les réformes, quel que soit le succès des réformes, donnera les mêmes résultats. Et moi, je regarde, je fais la comparaison avec les Anglais qui votent ce soir. Moi, je vois les drames, dans mon département. Des Anglais qui sont venus vivre leur retraite dans mon département. Ils avaient une retraite en livres et ils ont emprunté en euros. Ruinés, obligés de vendre à bas prix leur villa de la retraite et rentrer chez eux. Voilà ce que c'est qu'un pays qui n'a pas voulu réformer. Voilà ce que c'est qu'un pays qui a été mal défendu par ses dirigeants. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, François Bonnet et Jean-Paul Alduy. La suite de ce 22h. On va refermer à présent la parenthèse de l'actualité nationale, même si on a beaucoup parlé d'Europe. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Public Sénat pour suivre l'élection législative britannique. Dans un instant, de nombreux invités avec nous pour analyser les enjeux de ce scrutin. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans notre chatroom activés ce soir pour cet événement et je les poserai directement aux invités sur notre plateau. Dans une demi-heure environ, nous connaîtrons les premières estimations à la sortie des urnes et je vous rappelle que c'est une élection qui a mobilisé les électeurs au Royaume-Uni dès les premières heures du scrutin. Les responsables des bureaux de vote notaient une participation plus élevé que lors des précédentes législatives de 2005 où 61% des inscrits avaient fait le déplacement. Ce regain d'intérêt est largement à mettre sur le compte d'une campagne plus intéressante et plus indécise que prévu. À noter aussi que l'effet Nick Clegg, le leader des Lib Dem, a mobilisé les jeunes qui se sont déplacés pour aller voter et justement, parlons de ce vote, de ce scrutin particulier en Grande-Bretagne où l'on peut avoir, et c'est assez particulier, monsieur le sénateur, un Parlement peu représentatif où le Parti travailliste de Gordon Brown aurait le plus grand nombre de sièges alors qu'il serait dernier en nombre de voix. C'est particulier. Regardez les explications d'Élise Icardi. C'est l'issue d'une campagne électorale pleine de rebondissements et qui a passionné les Britanniques. 44 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui, où ils se sont rendus en masse, plus nombreux en tout cas qu'aux précédentes législatives où l'abstention était record. Cette fois, la campagne a vraiment passionné, au moins autant sur le fond que sur la forme, avec l'arrivée surprise d'un troisième homme, Nick Clegg, le libéral-démocrate. Il s'impose entre le travailliste Gordon Brown et le conservateur David Cameron. Les derniers sondages le créditent de 27% des voix. Nick Clegg, qui pourrait sinon gagner, au moins se poser en arbitre entre les deux principaux partis. Mais pour savoir qui emportera cette élection,
Il faudra attendre demain au moins, car le système de scrutin britannique uninominal à un tour est très compliqué et celui qui recueillera le plus de voix ne sera pas forcément Premier ministre. Selon un dernier sondage, 38% des électeurs étaient encore indécis hier. Et nous a rejoint sur le plateau de nombreux invités et notre spécialiste Internet et réseaux sociaux, Caroline Deschamps. Bonsoir. Bonsoir. Alors on dit que le web a joué un rôle important dans cette campagne britannique. Est-ce que c'est le cas? Alors on est loin quand même de la campagne américaine, de la présidentielle sur le net, mais c'est vrai que l'effet Obama a forcément joué et pour la première fois, le web aura été effectivement un outil important de la campagne électorale britannique. Alors si les candidats ont finalement peu utilisé le net pour faire campagne, ils ont mis un peu en sommeil leur blog, les militants et citoyens de tous bords s'en sont donnés à cœur joie, notamment avec la pléthore de parodies qui a fleuri sur la toile. Et tout d'abord avec le détournement d'affiches de campagne. Les hostilités ont été lancées par un certain Clifford Singer qui a détourné les affiches de David Cameron, le candidat conservateur. Alors à la sauce british, cela donne voter conservateur ou je tue ce chaton, ou bien moi aussi j'ai grandi dans une cité où l'on voit Cameron qui est d'origine aristo avec une casquette de travers et une canette de bière. Alors évidemment la riposte ne s'est pas fait attendre. Les blogueurs conservateurs ont créé leur propre parodie où l'on voit un Gordon Brown tout sourire, pas de def, école pelle à tarte avec ce slogan « Retour à la dette et au déclin des années 70 ». Alors les libéraux démocrates ont quant à eux lancé un spot qui parodie Gordon Brown et David Cameron pour expliquer finalement que conservateurs et travaillistes, grosso modo, c'est la même chose. Je vous propose de regarder un extrait. Nous sommes les travailleurs-vateurs et nous voulons le statu quo. Nous sommes au pouvoir depuis 65 ans. Caroline, et les réseaux sociaux dans tout ça? Alors ça a été le grand changement de cette élection, puisque à la précédente, il n'y avait pas Twitter ni Facebook. Il y a même des sites qui ont été créés pour sentir les tendances qui se dégageaient sur Twitter. De son côté, Facebook s'est associé à YouTube pour créer en français le débat digital avec des interventions vidéo des 3 candidats où il y a eu plus de 180 000 contributions qui ont été postées. Alors par ailleurs, il y a eu plein de sondages et d'élections virtuelles sur Facebook et c'est l'outsider libéral-démocrate Nick Clegg qui l'emporte largement sur le web avec 42% des votes. Enfin, pour les Britanniques qui ne peuvent pas choisir ou qui sont un peu fed up avec la politique, il y a toujours un moyen de se défouler ou de départager les candidats en jouant au Downing Street Fighter où l'on peut donner des claques à celui qui vous agace le plus jusqu'à le mettre KO. So charming, Sonia? Oui, complètement. Merci beaucoup, Caroline, pour cette analyse. Merci. Et avant de recevoir et d'accueillir nos invités pour parler de cette élection, on va voir ensemble l'actuelle composition de la Chambre des communes. Vous le voyez, sur 646 députés, il y a 356 députés du Labour, 198 conservateurs, 62 libéraux démocrates et 30 qui sont non inscrits. Je crois qu'on dit ça comme ça. À l'extérieur, vous allez me dire si c'est bien exact. En tout cas, bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et écrivain européen. Ça vous fait sourire à chaque fois que je Non, dis mais ça me va ravir. J'adore. On me dit toujours journaliste britannique, mais je préfère nettement journaliste. J'ai compris la leçon depuis la dernière fois. Également avec nous, Alexander Lowe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes franco-britannique? Exactement. Et vous êtes économiste chez Xerfi. Également avec nous, Henri Weber. Bonsoir. Député européen, PSE, Parti socialiste européen. Et avec nous, Colette Méleux. Bonsoir. Bonsoir. Sénatrice UMP de la Seine-et-Marne, aussi professeure d'anglais. Et vous faites partie du groupe d'amitié franco-britannique. C'est bien ça? C'est exact, oui. Alors, messieurs, dames, première question. Est-ce que ce scrutin est aussi surprenant qu'on ne le dit? Est-ce que le suspense est à son comble? À l'extérieur, c'est ce que vous nous disiez la dernière fois sur ce plateau. Oui, effectivement. Et le suspense est monté encore. C'est, je crois, depuis en fait, mon vécu en tout cas, moi j'ai 50 ans, c'est sans doute l'élection la plus tight, la plus incertaine. On n'a aucune idée. Et même, quitte à vous décevoir, d'ici 20 minutes, quand on donnera les estimations en termes de pourcentage des votes, on n'a toujours aucune idée de ce que, à moins que ce soit un raz-de-marée, ce qui est très peu probable,
parce que le système uninominal à un tour, où il y a juste dans chaque circonscription, il y a une personne qui passe et c'est à un tour seulement, ça fait que les jeux sont complètement ouverts et à mon avis, si c'est aussi serré que ça avait l'air avant aujourd'hui, on le saura seulement vers 5-6 heures ce matin et encore, qui est le prochain Premier ministre britannique, si toutefois il y en a un. Si toutefois il y en a un. Colette Mello, je vous voyais sourire quand Alex Taylor a parlé de raz-de-marée. C'est pas votre pronostic, c'est pas ce qui va se passer. Non, je ne pense pas que ce soit un raz-de-marée, bien au contraire. Même si les sondages qui donnent le Parti conservateur en tête se voient confirmés par les urnes, il se peut qu'il n'ait pas suffisamment de majorité pour pouvoir gouverner. Et on pourrait s'orienter vers un Parlement suspendu, ce qui serait quand même assez désastreux du point de vue des réformes qui sont à mettre en place et la politique. Enfin, bon, vous n'en êtes pas sûr, mais bon, ce sera quand même difficile, oui, je pense. Henri Weber, est-ce que vous avez un favori? Oui, j'ai évidemment comme favori Gordon Brown, qui a montré sa compétence dans la tempête. C'est pas un roi des médias, hein, c'est son problème. D'ailleurs, ça nous incite à réfléchir sur la démocratie moderne. Alors, sur la démocratie médiatique dans laquelle nous sommes entrés, aujourd'hui, si vous n'êtes pas très à l'aise sur le plateau télévisé, il faut changer de métier. Hein, on peut être excellent à la tâche, et face à une crise sans précédent depuis 1929, avoir été à la hauteur, et puis néanmoins être durement sanctionné parce que dans un débat, on apparaît comme gauche, comme on crève pas l'écran. Donc ça nous donne à réfléchir sur l'importance de l'apparence, sur le fond. Mais ce qui nous donne plus à réfléchir encore, c'est l'incroyable système électoral britannique. C'est la plus vieille démocratie. C'est eux qui ont inventé le concept d'état de droit au XIIe siècle avec l'habeas corpus. Et ils nous collent un système électoral où on peut être largement majoritaire en voix et largement minoritaire en siège. Et où, en effet... C'est-à-dire le perdant peut être le gagnant. C'est parce que les circonscriptions sont très variables. Il y a des circonscriptions à 120 000 et d'autres à 30 000. Et elles n'ont pas été révisées. Et puis c'est le scrutin à un tour. Que certains auraient voulu nous coller en France. Alors j'espère que ceux-là vont ravaler cette lubie et qu'on en restera à nos 2 tours parce que après classique, tout... Restons classique. Oui, c'est oui. Alexander Lowe, justement, Henri Weber parlait de l'impact des médias, de la télévision et de ces débats télévisés. On a retransmis, d'ailleurs, vous étiez avec nous Alex Taylor, le dernier débat où on a vu un Gordon Brown sur l'économie. C'est son thème de prédilection qui finalement n'a pas convaincu lors de ce débat. Il faut dire que Gordon Brown, il faut distinguer 2 périodes de sa carrière. Hein. Il y a la période où il était chancelier de l'échiquier et franchement, il a une période de prospérité comme le Royaume-Uni en a rarement vu. Et voilà, 2007, il devient Premier ministre, et puis après, le monde s'effondre autour de lui. Donc effectivement, il peine à convaincre aussi, parce que les circonstances internationales ont été défavorables. Elles n'ont pas été que pour le Royaume-Uni, elles ont été pour la France, pour l'Allemagne également. Mais il est vu également, quelque part, comme le responsable de la crise et de son aggravation, notamment dans sa composante bancaire. Il faut voir aussi qu'on a vu des images qu'on ne croyait jamais voir au Royaume-Uni. Des gens qui faisaient la queue devant leur banque pour aller retirer leurs économies parce qu'ils croyaient que ces banques-là allaient faire faillite. Donc, et si bien qu'elles ont été nationalisées. Elles ont été nationalisées. Ce qui, si on nous avait dit ça il y a 2 ou 3 ans, franchement, on aurait souri. Mais force est de constater que le Royaume-Uni revient peu à peu vers une croissance, mais qu'elle est faible et qu'elle est loin des niveaux que nous avions il y a 5 ou 6 ans à peine. Alex, alors on peut être surpris en France ici que des journaux, que des grands journaux prennent position pour des candidats, mais c'est habituel, c'est comme ça, c'est la coutume. Tout à fait. Et puis le Sun qui tire à 3,5 maintenant millions d'exemplaires par jour, qui appartient aux manias de la presse australo-américaine, c'est toujours pas exactement ce qu'il est, Rupert Murdoch, qui a toujours roulé pour la droite plus ou moins lui-même, a titré aujourd'hui notre seul espoir, c'est Cameron. Et il se targue dans de nombreuses élections, ils ont montré les unes ce matin, où il dit c'est nous qui avons fait la différence. Pour John Major, par exemple, c'est très clair que le fait qu'eux, ils ont appuyé Major contre Kinnock, que tous les sondages donnaient gagnant encore en 92, ça a un poids énorme, ces journaux, c'est vrai. Alors, nous avons une question dans notre chatroom, qui est, je vous le disais, activée pour cet événement. Et la question est celle-ci, que disent les bookmakers pour cette élection? Colette Mello.
Alors, bon, je Colette n'est pas joueuse. Bon, moi je dis Cameron, mais pas avec une majorité suffisante. Peut-être un tour de table alors. En tout cas, les marchés financiers donnaient Cameron vainqueur, puisqu'on le voyait au niveau des rendements obligataires, hein, puisque les marchés espèrent quelque part que ce soit Cameron, puisqu'il s'est le plus engagé pour réduire le déficit, qui est la crainte des marchés financiers. Il a dit « ma priorité, c'est de réduire le déficit le plus rapidement possible ». On n'a pas pour autant d'objectifs chiffrés, donc on ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais au moins s'il est engagé. Les libéraux et le Labour sont plus ou moins à égalité à ce niveau-là. Ils veulent réduire de moitié d'ici 2014, ce qui est un objectif plutôt modeste. Henri Weber. Oui, logiquement, Cameron devrait l'emporter. Le Labour subit l'usure du pouvoir. Ça fait quand même 13 ans qu'ils sont là. Ils ont gagné 3 élections consécutives. On aimerait en avoir fait autant en France. On voit à qui vous pensez. Oui, absolument. Mais en plus, en effet, ils ont subi la crise qui, en Grande-Bretagne, a été beaucoup plus violente qu'en France même. Bien sûr. Alors on va continuer notre débat. On va retrouver, puisqu'elle y est depuis l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, Caroline Delage, qui est avec un invité, Stephen Clark. C'est bien ça? Oui, Stephen Clark, qui est écrivain anglais, qui a notamment écrit votre dernier ouvrage, ça s'appelle « Française, je vous aime » avec un H. Un lien avec N. Alors, ici, à l'ambassade de Grande-Bretagne, les gens parient, font des paris sur le vainqueur. Est-ce que vous avez parié et pour qui? Personnellement, non, mais c'est vrai qu'en tant que Britannique, un événement ne nous intéresse pas si on ne parie pas. Normalement, il faut parier. Alors, à votre avis, qui va gagner? Moi, si j'avais à parier, j'aurais parié sur le changement. C'est juste une impression que j'ai que on a parlé du troisième parti beaucoup depuis quelques temps. Mais dès que Nick Clegg est devenu un peu populaire, les journaux de droite ont commencé à le démolir d'une façon très douteuse. Ils ont dit, vous savez, ce monsieur, il est marié avec une Espagnole. D'ailleurs, ses enfants ont des noms espagnols, prénoms espagnols. Il est très douteux. Donc, il commence à baisser de nouveau. Et je trouve aussi que les Anglais, on a tellement marre maintenant, depuis chaque fois qu'il y a un gouvernement très long comme les travaillistes maintenant, les gens ils en ont tellement marre que finalement, quoi qu'ils disent dans les sondages, ils entrent devant le bulletin et ils disent bah, j'en ai marre, je vais changer. Alors l'enjeu de cette élection, c'était vraiment l'économie? Oui, mais je trouve qu'on a une vision très superficielle de la politique. Parce qu'on est capable de donner des grands discours sur l'éducation et la sécu et tout ça, mais au fond, ce qui touche un Anglais, c'est la valeur théorique de sa maison. Moi, mes amis à Londres, par exemple, chaque fois que j'y vais, normalement, ils me disent oui, tu sais, on a vu dans les journaux, il y a des maisons comme la nôtre, ça se vend à 200 000 hein, maintenant. Donc ça indique si le gouvernement est bien ou est mal, oui, ou est mauvais. Quand ils sont optimistes, ils me disent le prix à chaque fois que j'y vais. Là, depuis un an, j'y vais, ils n'en parlent même pas. C'est un très mauvais signe et ça montre qu'ils sont en pleine déprime économique profonde. Parce que s'ils ne pensent même pas à la valeur de la maison, c'est que c'est une grande tragédie. Donc ils veulent changer, ils veulent même s'ils veulent absolument pas vendre, c'est juste que ça les intéresse de savoir. Voilà Sonia, donc vous voyez ici les prévisions, c'est plutôt pour le changement en tout cas, on attend les premières estimations. Oui, je vois ça. Merci beaucoup Caroline. On vous retrouve tout à l'heure, retour sur le plateau avec nos invités. Alors on va prendre l'option David Cameron, qui apparemment, selon les sondages, est la plus plausible. Nicolas Sarkozy a dit hier que si c'est David Cameron, il deviendra, comme tous les autres, un Européen. Il n'a pas dit convaincu, mais il deviendra un Européen, un pro-européen. C'est possible ça, Colette Mello? Enfin, c'est du volontarisme. C'est possible. Enfin bon, je crois que la politique européenne en Grande-Bretagne est surtout une façon de surfer avec l'électorat sur les questions internes du pays. Les gouvernants savent que la question européenne ne suscite pas l'enthousiasme de la part de leur électorat. Donc ils essaient bien sûr de s'attirer le plus grand nombre d'électeurs. Voilà. David Cameron, pro-européen. Ils ne sont pas plus antiseptiques que leurs homologues des autres pays européens. Je ne suis pas d'accord, parce que la presse, 13, le Sun c'est 4 millions, la presse c'est 13 millions, la vaste majorité. C'est la tradition. Non mais la vaste majorité
majorité de la presse est complètement europhobe en Grande-Bretagne et jour après jour, il y a des éditoriaux. Ah non. Moi, je faisais la revue de presse. Je faisais la revue de presse tous les matins sur France Inter pendant 10 ans. Je peux vous dire que jour après jour, quand on lit ça, on devient europhobe. L'europhobie au front de bœuf. Totalement. Mais ce qu'il y a avec David Cameron, c'est qu'il ne faut pas oublier, la première chose qu'il a faite quand il est devenu leader du parti conservateur, il y a 4 ans maintenant, il a retiré son parti du groupe PPE au Parlement européen pour s'allier avec qui? Avec des farfelus, comme disait Nick Clegg, les nationalistes polonais, des partis les plus eurosceptiques. Donc, mais, juste pour terminer, s'il fait ce qui serait hautement probable, une alliance avec Nick Clegg, parce que pour gouverner, il sera là. Nick Clegg est le plus pro-européen qu'il y a jamais eu sur la scène politique. Non seulement il est marié à une Espagnole, il était député européen, il a affiché son désir de rejoindre l'euro. Donc, si David Cameron, ce qui est très fortement probable ce soir, ne peut pas gouverner sans Nick Clegg, ça va créer le premier clash sera sur l'Europe, et c'est passionnant. Henri Weber, il y a une question dans la chatroom, je vous la pose, telle quelle. Est-il souhaitable pour la France que l'Angleterre se retrouve en instabilité? Dans le moment présent, non. Sûrement pas. Et de ce point de vue, si c'est Cameron qui l'emporte, et surtout s'il l'emporte largement, s'il peut se passer en effet du concours de Nick Clegg, là on va avoir des soucis à se faire. Parce que notre problème, vous savez, il n'y a aucun des grands défis auxquels nous sommes confrontés qui n'a désormais de réponse nationale. Aucun. Elles ont tous ces grands défis ont des réponses qui sont transnationales et au moins européennes. Bon. Et l'actuelle paralysie de l'Europe est un drame, c'est une tragédie, on va s'en rendre compte. Or, voir arriver plus qu'un eurosceptique, parce que Cameron, il est hostile à la construction européenne, ça va poser des gros problèmes. Bien sûr. En effet, je souhaite que sa victoire, si victoire il y a, soit une courte victoire et qu'il soit obligé de s'allier. Parce que dans cette affaire, il y a un anti-européen, c'est Cameron, il y a un européen de raison, c'est Brown, et puis il y a un pro-européen de cœur, et ça c'est Nick Clegg. Bon, alors si Nick Clegg parvient à s'allier avec l'un des deux, ça sera une bonne nouvelle pour l'Europe. Alors avant de donner la parole à Alexander Lowe, je précise, il est 22h51, on devrait avoir les premières estimations. Les premières Suspense. Allez-y, vous le faites mieux que moi. On devrait avoir les premières estimations vers 23h. On les aura avec notre partenaire pour cet événement, la BBC. Donc restez avec nous pour les premières analyses avec nos invités. Alexander Lowe, Nick Clegg, c'est le chouchou des médias, mais il est un petit peu sorti du chapeau, comme ça. C'était quelqu'un qui était connu sur la scène politique britannique? Il était connu, mais disons qu'il avait été vu il y a une dizaine d'années, ça faisait quelque temps qu'on savait qu'il allait émerger, mais il est jeune, il faut voir qu'il a 42 ans, c'est quand même pas non plus, ou 43 ans, maintenant, c'est pas non plus un senior sur la scène politique, mais c'est quelqu'un qui effectivement a cette particularité phénoménale au Royaume-Uni, effectivement, d'être très pro-européen et d'être favorable à l'entrée à l'euro. Et ça, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui, au Royaume-Uni, peut poser problème. Puisque quand on voit ce qui est en train de se passer dans la zone euro, les Britanniques peuvent se dire, finalement, notre bonne vieille livre, on n'est pas si mal avec. On y tient d'autant plus qu'elle a baissé depuis 2 ans, et du coup, de 25%. Effectivement, depuis son pic à la mi-2007, et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les Anglais ont plus de facilité qu'avant à exporter, ça leur redonne de la compétitivité, et puis après, également, ils sont totalement libres de leur politique monétaire. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour les Anglais. J'ai une question pour vous quatre, c'est un tour de table. Selon vous, quel est le thème central de cette élection? Est-ce que ça a été l'économie? Est-ce que ça a été le pouvoir d'achat? Quel a été le thème prépondérant? Les coupures dans toutes les dépenses. C'est la grande inconnue, parce que personne des 3 candidats n'a voulu dire, parce que quelqu'un a dit, je ne sais plus qui c'est, qui avait dit, c'est l'élection que tout le monde souhaite perdre. Parce que de toute façon, pour ranimer l'économie britannique, pour qu'on ne devienne pas la Grèce, le prochain gouvernement, que ce soit bleu, rouge ou je ne sais pas quelle couleur, il va faire des coupes sombres partout. Donc, il y a fortement apparu que Madame Thatcher a eu les Malouines. Elle a fait des coupes et pas encore des coupes qu'il faut faire maintenant. Elle a eu les Malouines qui l'ont sauvée de justesse pour qu'elle soit réélue. Il est très peu probable, avec les coupes sombres qu'il va falloir faire, que celui qui dirige le pays et l'économie pendant 5 ans en Grande-Bretagne soit réélu. Donc c'est l'élection, si jamais il y en avait, à perdre. Colette Mello.
Je crois que l'enjeu principal sera de sortir de la crise et de mettre fin, si c'est possible, au déficit public. Hein. Mais ça va être très difficile puisque si l'on diminue les dépenses publiques, ça va influer sur la relance automatiquement. Alors bon, je crois que le gouvernement va être certainement en difficulté, mais bon, il faut essayer, il faut arriver à sortir de l'impasse. Henri Weber, là, c'est la même chanson pour tous les pays, j'allais dire dans le monde et de la zone euro. C'est la réduction des déficits. C'est plus encore que la réduction des déficits, c'est la relance de la croissance. La sortie de crise, oui. Parce que vous ne pouvez pas réduire des déficits pareils si vous ne renouez pas avec une croissance saine, durable et autant que possible respectueuse de l'environnement, et également inclusive, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire sociale. Parce que vous ne pouvez pas faire avec le sentiment d'injustice qui existe dans les catégories populaires, si vous concentrez les sacrifices sur les catégories populaires et pas sur l'ensemble, vous allez vers des ennuis certains. Donc, plus que la question de la réduction de la dette, parce que en réalité, on n'est pas à 6 mois près, hein. Il faut s'engager dedans. Mais l'essentiel, c'est de relancer la croissance. Il faut avoir une conception dynamique de tout ça. Alexander Lowe, l'économiste, il va dire que c'est l'économie. Alors, effectivement, c'est l'économie. Et puis après, son volet plus social, c'est l'emploi. Hein, puisqu'il faut savoir qu'avant la crise, on était à près à 5% de taux de chômage au Royaume-Uni. On est passé à 8%. Il faut savoir que 8%, ça paraît assez peu vu de France. Mais il faut voir que le consensus social du Royaume-Uni se bâtit sur un plein emploi. Ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Alors, les différents partis ont avancé des plans plus ou moins ambitieux pour créer des emplois. Par exemple, les libéraux, c'est des emplois verts. Les conservateurs, c'est en allégeant les charges des entreprises. Labour, c'est en mettant en place des systèmes d'incitation au recrutement. C'est ça qui va être clé. Mais la clé pour créer des emplois, c'est bien entendu la croissance. Est-ce que ça va passer par des coupes claires dans les dépenses? J'en suis pas persuadé, parce qu'une politique d'austérité massive serait désastreuse pour l'économie britannique. Il faut bien s'en rendre compte. Et surtout, il faut mettre fin à un lieu commun, c'est que le Royaume-Uni n'est pas la Grèce. C'est une économie plus grande, plus diversifiée, avec un patrimoine qui n'a rien à voir, une industrie beaucoup plus performante. Le Royaume-Uni va s'en sortir, certes, mais les années qui viennent seront difficiles également. Optimiste. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, on est en direct sur Public Sénat, il est 22h56. Dans quelques instants, dans quelques minutes, nous connaîtrons les premières estimations de ce scrutin des élections législatives britanniques avec la BBC. Nous serons évidemment en direct. Nous allons rejoindre Caroline, qui est toujours à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, avec d'autres invités. Caroline. Et voilà, je suis avec Jean-Vincent Placé, le numéro 2 des Verts ici en France. Bonsoir. Bonsoir. Alors il paraît qu'un Vert va faire son entrée pour la première fois à Westminster, au Parlement britannique, et ça c'est un événement. Alors c'est un événement et par ailleurs, d'après mes informations, ce serait plutôt une verte. Ouais. Et effectivement, d'une part, l'audience de l'écologie en Angleterre est encore modeste et donc effectivement ce serait une première. Et puis par ailleurs, nous sommes malheureusement desservis par le mode de scrutin uninominal à un tour qui favorise de façon générale les grandes formations politiques. Cela a dû inspirer d'ailleurs quelques réflexions aux membres du gouvernement dans le cadre de ce qu'ils proposaient pour la réforme territoriale. Oui, c'est le pays, le royaume du bipartisme, effectivement. Est-ce que vous avez travaillé avec les Verts britanniques pendant cette campagne électorale? Est-ce que vous avez eu des échanges avec eux? Les Verts britanniques, nous travaillons avec eux au niveau du Parti Vert européen, qui regroupe plus de 40 pays européens, très au-delà des pays de l'Union européenne. Et effectivement, dans ce Parti Vert européen, nous avons des réflexions communes sur l'ensemble des questions de fond, que ce soit évidemment les questions institutionnelles, économiques et sociales, environnementales bien sûr. Et nous étions de tout cœur avec nos amis écologistes en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est une élection qui a un enjeu important pour la France et pour l'Europe? Incontestablement pour l'Europe. La Grande-Bretagne est un grand pays, elle pèse, elle n'est pas dans l'euro évidemment, donc elle est moins touchée que nous par la situation grecque. Et c'est évident que ce qui se passe en Grande-Bretagne intéresse chacune des Européens. Et les hommes politiques et les Verts, et vous qui êtes ici ce soir à l'ambassade de Grande-Bretagne. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé. On retourne en studio avec vous Sonia. Merci Caroline. Oui, retour sur le plateau. Alex Taylor, on a parlé d'une élection quand même qui a beaucoup mobilisé et surtout
les jeunes. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est surtout en raison des débats télévisés la campagne était complètement morte. Et les gens se disaient que c'est une bonne idée. C'est quand même incroyable qu'on ait pensé à des débats télévisés si tard, je veux dire. C'est pas qu'on ait pensé si tard, c'est que Blair ne voulait surtout pas, parce que Blair, je vais vous dire, pendant 3 élections, il était tellement gagnant dans tous les sondages, il se disait, mais à quoi bon, moi, m'exposer au moindre risque? Thatcher ne voulait surtout pas, parce qu'il n'avait pas été média traîné pour ça. Donc, c'est toujours les gens en place qui ont refusé ça. Et pour la première fois, Brown, je sais qui l'a conseillé, oui, ce n'était pas une bonne idée, a dit oui. Et c'est surtout, quand vous avez dit, c'était la montée en puissance de Clegg dont personne, franchement, n'avait entendu parler. Qui a demandé que Clegg en soit. Oui, absolument. Il a dû le regretter par la suite. Oui. Vous pensez qu'il a regretté? Il va surtout le regretter au vu des résultats. Il a son petit doigt me dit oui. Alors justement, au vu des résultats, puisqu'il est dans quelques secondes, il sera 23h, nous sommes en direct sur Public Sénat et nous allons voir dans quelques secondes les premières estimations de ce scrutin des élections législatives britanniques avec donc les 3 candidats en course pour le poste de Premier ministre avec Gordon Brown, David Cameron et Nick Clegg. La BBC, notre partenaire, regardez. And this is what we're saying. It's going to be a hung parliament with the Conservatives as the largest party. And the figures, the Conservatives on 307, short by 19 of the 326 they'd need for an overall majority. Labour on 255, the Liberal Democrats on 59, and others on 29. And if that's right, the Liberal Democrats, despite all that noise and fury, have actually dropped 3 seats, which could be one reason why auront perdu 3 sièges. Cela peut nous entraîner à être un peu sceptiques sur ce sondage sorti des urnes. Sondage effectué en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. Tous ces sondages, bien sûr, comprennent une faible marge d'erreur qui pourrait jouer dans une élection si serrée que celle-ci. Les 3 principaux partis sont si serrés que le résultat est tout à fait incertain. Les schémas de vote pourraient être très différents en fonction des différentes régions du pays. Les résultats que nous vous présentons peuvent donc être erronés. Chacun sera d'accord pour dire que cette élection a été particulièrement compliquée. Voilà les sondages effectués en sortie des urnes. Et dès que nous aurons les premiers résultats effectifs, ces chiffres pourraient évoluer. Eh bien, ce sondage confirme l'incertitude autour de cette élection, puisque les conservateurs manquent de peu la majorité qu'il leur aurait fallu à la Chambre basse. Alors, si la marge d'erreur de ce sondage est suffisante, peut-être que les conservateurs auront effectivement la majorité. En toute état de cause, ils pourront toujours former un gouvernement de coalition. Voilà, nous étions donc avec la BBC, retour sur le plateau de Public Sénat en direct. Vous avez vu avec nous les premières estimations. Je vous rappelle que ce sont des estimations pour le moment. Il y a donc 307 nombres de sièges prédits pour David Cameron et les Tories. Il y en a 255 pour le Labour de Gordon Brown et 59 pour les libéraux démocrates qui perdent des députés. Alex Taylor, votre première réaction. Ensuite, je présenterai notre invité qui nous a rejoint. On va surtout se méfier de ça, parce que c'est pas comme en France, c'est pas des estimations, parce qu'il y a tellement de circonscriptions qui sont à pile poil, etc. Donc, il aurait mieux fallu, à mon avis, qu'il donne à BBC le pourcentage de vote, tout simplement, parce que traduire ça en termes de sièges, ça peut aller dans tous les sens. Je vous rappelle juste une chose, c'est qu'en 92, la BBC, à cette étape de la soirée, prédisait que le Labour allait l'emporter sur John Major, qui a quand même une majorité après. Donc, avec notre système tellement farfelu, ça peut voler dans tous les sens. Ce qui est clair, c'est que les conservateurs, plus que les autres, mais ça ne veut rien dire. Nous a rejoint sur le plateau Florence Faucheking. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste de la Grande-Bretagne. On va tout de suite vous faire réagir sur ces estimations, beaucoup de prudence, mais quand même un nombre de sièges prédits qui est important pour les Tories de David Cameron. Votre sentiment sur ces premiers résultats? Mon sentiment, c'est qu'il est très difficile de réagir en ne connaissant pas les chiffres en termes de pourcentage des voix et de taux de participation. Effectivement, c'est un chiffre qui est plutôt bon pour, si ça se confirme, c'est un chiffre qui est plutôt bon pour les conservateurs, ce qui pourrait leur permettre d'être
dans une position où un éventuel accord avec des petits partis pourrait leur permettre de former un gouvernement minoritaire. Ceci dit, c'est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit. Colette Mélot, un élément quand même, les libéraux démocrates qui perdent là des députés. Là, c'est acté, c'est sûr. Qu'ils n'aient pas donné le pourcentage, voilà, par exemple. C'est très difficile de s'exprimer là-dessus. Alors sur cette tendance, disons qu'ils se dessinent. C'était 62 dans le précédent Parlement, ce serait 59, mais je pense que tous ces chiffres vont être affinés. On ne peut pas encore s'exprimer là-dessus. Oui, voilà. Hein. Jean-Luc Combeau, justement, alors... Mais si on n'a pas le pourcentage, est-ce qu'on peut dire quand même que la situation qui va venir va entrer dans une certaine confusion générale? C'est-à-dire que, est-ce que, indépendamment de cette information qui nous manque... Alors qu'on voit, allez-y Jean-Louis, les résultats qui s'affichent sur l'écran. Indépendamment de cette information qui nous manque, importante... Oui, c'est la même projection. Nous avons une projection. Oui, c'est présenté différemment. C'est la question me paraît importante, c'est-à-dire que apparemment, les Britanniques entrent dans une espèce de crise politique, puisque, en fin de compte, s'il ne se dégage pas, d'après les informations qu'on peut avoir, une majorité assez nette, ça va compliquer leurs affaires. Je ne suis pas sûr que ce soit une crise. Ça peut même être très salutaire, parce que nous avons tellement... L'avantage, jusque-là, on a toujours parlé des désavantages de notre système si bizarre, uninominal à un tour. L'avantage, c'est que ça a tendance à donner des gouvernements très forts, avec des majorités qui peuvent agir. Et là, pour la première fois, peut-être à cause des débats télévisés qui ont donné une prominence aussi à Nick Clegg, qui l'ont fait connaître en tout cas, pour la première fois, les électeurs britanniques disent on veut, comme ça se passe en Allemagne, la grande coalition, comme on voit dans d'autres pays, peut-être on ne veut pas du conservatisme pur et dur, on veut que vous, par temps de crise, que vous rejoignez vos idées, que vous rejoignez vos forces pour trouver quelque chose. C'est peut-être le message, après tout, que les gens ont donné, c'est qu'ils ne veulent pas soit de la gauche ou de la droite, comme ils ont tendance à l'avoir eu depuis Thatcher, depuis Blair, etc. Ils veulent peut-être une solution où il y a, comme ça se passe dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, qui a été gouvernée par la grosse coalition pendant 5 ans. Florence Fauché-King, est-ce que l'incertitude politique a du bon, là, comme le dit Alex Taylor? Je pense que c'est effectivement quelque chose qu'il faut considérer peut-être positivement et qu'un certain nombre de Britanniques considéreront positivement, parce on a vraiment senti une lassitude pendant cette campagne à l'égard du bipartisme, et même si le jeu des conservateurs et des travaillistes a été de dire donnez-nous une majorité absolue, sinon c'est le chaos, sinon c'est la fin du monde, sinon c'est la crise économique, etc. En fait, c'est pas forcément ce qu'attendent les Britanniques, qui ont véritablement envie d'un changement. Alors, il serait intéressant véritablement de savoir quel est le pourcentage qu'a obtenu les libéraux démocrates, parce que ça nous donnerait une idée un peu plus précise de la situation ou de la volonté de changement des Britanniques, et en particulier nous donnerait des indications sur les possibilités d'une ouverture en termes de changement du mode de scrutin. Alors, je vais faire une parenthèse parce que notre chatroom est très active ce soir, et je crois que Jean-Louis, c'est une question pour vous. Le Royaume-Uni va-t-il rejoindre l'euro avant de dévaluer? Je pense que le Royaume-Uni n'est pas prêt de rejoindre l'euro si on regarde d'ailleurs la situation, le schéma politique qui nous est présenté. Le problème, c'est d'ailleurs, on se demande, je ne sais pas si c'est bon pour l'économie britannique de chercher une coalition entre des gens, lorsqu'on écoutait le débat économique, même si les choses n'étaient pas précises, les orientations étaient quand même très nettement différentes. On voyait bien quand même un Cameron qui était axé sa démonstration sur la question du déficit public, et à plusieurs reprises, on a vu Gordon Brown dire non, sinon on va retrouver la situation des années 30, où il a dit la situation du début des années 80, si nous axons notre politique économique sur la réduction du déficit, nous allons casser la croissance. Alors on peut toujours s'entendre, mais il y avait quand même deux stratégies qui étaient assez nettes et assez différentes de ce point de vue. Gordon Brown est tellement impopulaire qu'il était obligé, en fait, il ne pouvait pas dire je suis impopulaire, en plus je vais vous couper tous les budgets, donc il n'avait pas de... Et puis de toute façon, il se savait perdant. Il y avait une lueur d'espoir pour lui au terme du premier débat, quand tout d'un coup ce troisième a émergé, j'ai dit ah bah tiens, je pourrais peut-être gouverner avec lui, je suis sauvé. Donc lui, son discours a été le discours de celui qui savait très bien qu'il n'allait pas prendre la place. Le prochain Premier ministre, quel que ce soit, sans doute Cameron maintenant, va devoir faire ses coupes partout. On n'y coupe pas, justement. C'est ça, Colette Mélot, c'est l'austérité qui est à venir, là. J'ai bien peur, oui, même que la consommation soit en panne et qu'il faille faire des efforts considérables. Est-ce que les candidats l'ont dit justement et l'ont réaffirmé durant cette campagne? Pas précise. Pas très clair. Puisque quand même Cameron a dit qu'il baisserait la dépense publique dès 2010,
n'est-ce pas? Et des économistes britanniques ont fait les calculs, et ils disent que par rapport à ce qu'il dit en général sur les masses qu'il veut réduire, il n'a avancé que 14% des mesures qui seraient nécessaires pour atteindre les masses. Donc il y a 14%, ça doit faire à peu près 85% d'inconnus sur les masses budgétaires qu'il a l'intention d'attaquer. Florence Fauchiking, on a dit, ce sont des estimations, mais c'est quand même David Cameron là pour l'instant qui est en tête. On a entendu lors des débats ses positions sur de très nombreux sujets, notamment l'immigration, avec peut-être un petit repli sur soi de la Grande-Bretagne. Est-ce que ce sont ces thèmes-là qui l'ont emporté aussi ce soir, ce côté un peu plus dont on parle moins? Je pense que la thématique de la peur qui a été agitée depuis quelques semaines par les conservateurs a très bien pu marcher, notamment parce qu'il y a eu dans l'actualité ces derniers jours la question de la crise en Grèce, et je pense que l'invocation d'une situation économique dramatique, la peur d'un gouvernement incertain, d'une coalition, etc., a certainement joué un rôle et explique probablement le repli des libéraux-démocrates en particulier. Alex, alors comment elle a été perçue en Angleterre, cette crise? Comment cette solidarité européenne, ils la perçoivent au Royaume-Uni? Ils s'en fichent de l'Europe. C'est ça le problème. Non, mais je veux dire, leurs médias ne leur en parlent pas. Ils voient vaguement quelques images qui arrivent de la Grèce, mais ils ont l'impression d'être complètement à part de ça. Nick Clegg a du courage de proposer que la Grande-Bretagne rejoigne l'euro, parce qu'il y a une telle europhobie, insularité latente, due, je reviens encore une fois là-dessus, à cette presse europhobe, jour après jour. Tout ce qui vient du continent, comme ils disent, est mauvais. Donc, alors, avant de donner la parole à Jean-Louis, on va juste rappeler les premières estimations ce soir. Vous les avez vues avec notre partenaire, la BBC ce soir. Vous les voyez s'afficher sur votre écran. C'est donc une projection en sièges. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas les pourcentages. Il y a donc 307 sièges prédits pour les Tories de David Cameron. Il y en a 255 pour le Labour de Gordon Brown et 59 pour les libéraux démocrates qui perdent donc ce soir, on peut le dire, quelques députés. Et puis 29 sièges, Alex Seller, il s'agit de non-inscrits, on peut dire ça, comme on le dit en France. C'est des gens de l'Irlande du Nord, de l'Écosse, des gens qui appartiennent pas aux grandes formations politiques. Il y a peut-être une députée verte, on a entendu tout à l'heure, donc c'est tous ceux qui appartiennent pas aux trois grands partis, en gros c'est ça. Jean-Louis. Non, mon propos c'est simplement pour nuancer ce que dit Alex Seller, peut-être qu'il ne s'intéresse pas à l'Europe sur le plan de la structure, de la construction, mais j'étais frappé de voir que dans le débat économique, David Cameron est revenu à plusieurs reprises sur la Grèce. Il l'a cité et en disant si nous ne faisons pas cela, nous allons nous retrouver comme une situation grecque. Et je crois que la situation grecque a été un détonateur. Un instant, parce que nous avons en direct justement depuis l'ambassade de Grande-Bretagne, c'est sa première réaction, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, Peter Westmacott. Bonsoir. Alors, on va revenir dans quelques instants. On attend simplement que nos caméras se mettent en place. Colette Mello, vous vouliez réagir? Je voulais quand même signaler que le Royaume-Uni a souhaité être associé au plan de solidarité en faveur de la Grèce. Ils font partie des pays hors zone euro qui vont participer au plan de solidarité. Nous sommes tout de même dans l'Union européenne. Voilà. Dans l'euro, donc on n'a pas envie que tout se casse la gueule quand même. C'est important. Voilà. Ce qui me paraît important de souligner, si les chiffres se confirment avec 307 députés, c'est que le Parti conservateur se place très nettement en tête, donc il gagne en quelque sorte le droit de prendre la tête d'un gouvernement. Mais à 307 sièges, il se trouve très légèrement en dessous d'une barre qui lui permettrait de gouverner seul. Donc il faut s'attendre dans les jours qui viennent à des négociations et à des alliances. Alors, je vous en prie, parce que ça y est, nous allons pouvoir aller directement à l'ambassade de Grande-Bretagne pour rejoindre l'ambassadeur Peter Westmacott. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, votre première réaction, votre première analyse de ces estimations ce soir à l'heure actuelle? Écoutez, honnêtement, je n'ai pas le droit de faire une analyse profonde. Nous ne parlons que de prévisions. C'est les premières estimations que vous voyez là-bas. Les résultats des scrutins ne sont pas encore avec nous. Mais d'après ce qu'on voit, et si les sondages sont bons, il me semble que nous allons avoir un nouveau Premier ministre. Ce qui reste à voir, c'est est-ce que les conservateurs seront capables de créer une administration toute seule, ou est-ce qu'ils sont obligés de faire un partenariat avec un autre groupe, par exemple les libéraux-démocrates. Et ça, je ne peux pas du tout vous le dire, pas encore. Est-ce que vous excluez ce soir toute période d'incertitude, pour ne pas dire de crise, mais d'incertitude politique?
Écoutez, nous n'avons que quelques prévisions depuis quelques minutes. C'est très tôt, je ne peux pas vous parler de vrais résultats. Incertitude politique, j'espère que non. Honnêtement, il me semble que les résultats entre le différent entre les deux principaux partis est quand même assez important. J'imagine que les leaders de nos principaux partis politiques vont tout faire pour éviter une espèce de crise ou une incertitude. Parce que tout le monde est très sensible de leurs responsabilités. Ils savent que le Royaume-Uni a besoin de bon gouvernement et qu'il va y avoir des décisions difficiles à prendre dans les jours et les semaines à venir. Donc honnêtement, je ne pense pas du tout de crise ou d'incertitude dangereuse. Je pense que d'ici quelques heures, quelques jours, les choses seront plus claires. Merci beaucoup Peter Westmacott pour votre intervention depuis donc évidemment l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Retour sur le plateau, Florence Faucheking, vous vouliez réagir? Oui, je pense qu'il est vraiment beaucoup trop tôt pour parler de crise ou d'incertitude parce que on se situe dans un pays qui a une tradition où le nouveau gouvernement prend ses fonctions immédiatement le lendemain matin. Finalement, c'est en grand contraste avec la plupart des autres pays du monde et européens, où il y a toujours au moins une période de transition, de formation du gouvernement, etc. Donc, ne parlons pas de crise alors que les chiffres sont à peine tombés. Mais c'est sûr que dans le contexte britannique, ne pas savoir qui est le Premier ministre et quelle est la majorité, c'est quelque chose d'inhabituel. Mais ceci dit, il est tout à fait normal de prendre un peu de temps pour préparer une équipe gouvernementale. Tout va bien. Donc Alex Taylor, vous qui avez fait cette revue de presse depuis si longtemps, qu'est-ce qui pourrait être à la une demain des quotidiens britanniques? C'est très simple, ça dépend de l'appartenance des journaux, parce que chacun voit midi à sa porte. Alors, je vais vous dire, la vaste majorité de la presse de mon pays, il y a quand même, si vous dire, pour répondre à la question d'il y a une demi-heure, parce que je ne sais pas si c'était un chiffre, c'est 13 millions de journaux. En France, je crois que c'est 3 millions par jour, et encore 13 millions de journaux. Déjà, le Sun vend 3,5 millions avec toute cette presse, et toute cette presse appartient très très majoritairement à la droite. Donc c'est déjà un miracle que depuis 13 ans qu'il y ait la gauche au pouvoir en Grande-Bretagne avec de solides majorités, parce que cette presse, vous regardez les titres et la campagne en faveur des élections l'a montré. La plupart de la presse a mené des charges. Encore une fois, j'ai écouté ce qu'on disait. Quand Nick Clegg a levé la tête au-dessous du parapet en apparaissant pour la première fois dans ces débats à la télévision, quand tout d'un coup ces chiffres de popularité ont explosé, parce que les gens ont dit « Ah, mais il est pas mal, il regarde la caméra et en plus il est beau mec et il dit des choses pas complètement idiotes », j'étais vraiment choqué de voir le Daily Mail, qui est un canard, c'est un journal assez engagé, et qui a fait sa une sur des accusations, comme quoi il a des idées nazies. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'on en est? Donc, dans un pays qui a une presse aussi poussée que ça, évidemment, chacun, demain, va titrer en fonction de ses appartenances. Puisqu'on est sur les sujets un peu périphériques par rapport à la politique, est-ce qu'il y a eu un match des First Lady aussi? Parce qu'on a vu leur rôle auprès de leur mari, on a beaucoup parlé d'elles. Est-ce qu'elles ont pu aussi avoir une influence sur ce scrutin, peut-être? Je vous rappelle juste ça vous laisse dubitative, hein, Florence? Un détail, c'est que pendant longtemps, on ne pouvait pas avoir une First Lady parce que nous avions pendant très longtemps, pendant 11 ans, un Premier ministre féminin. Oui. Donc on ne pouvait pas avoir une Première Lady parce qu'elle était là, elle déjà. Donc, on les appelle les arm candy. Le bonbon accroché au bras. Oui. Voilà. Non, je ne pense pas qu'elles aient eu un rôle très important. Ceci dit, les Cameron qui attendent un nouveau bébé étaient certainement très fiers de pouvoir annoncer la grossesse de Madame Cameron pendant la campagne. Alors, on a beaucoup parlé de Madame Cameron. On va parler de Monsieur Cameron, qui apparemment ce soir, d'après les premières estimations quand même, et le favori est en tête. Donc, portrait du conservateur David Cameron à 43 ans. Le leader des Tories jouit en effet d'une solide popularité grâce à son image de Tory cool, accessible, qui arrive, paraît-il, Alex Taylor au Parlement à vélo, et dont l'épouse Samantha est une designer très très en vue, qui n'hésite pas à se mettre en avant pour faire la publicité de son mari. Regardez. David Cameron, ou le nouveau visage moderne des conservateurs. Sur le papier, il est l'archétype de l'homme politique britannique à l'ancienne. Fils de famille d'aristocrates, descendant du roi Guillaume IV et étudiant à Oxford. Mais à force d'une communication très travaillée, il réussit à devenir le conservateur cool, souriant, enfourchant son vélo pour aller travailler. Il devient le Tony Blair de droite. Dépoussière le parti avec un conservatisme moderne et compatissant,
loin de celui incarné par Margaret Thatcher. Mais c'est surtout grâce à l'affaire des notes de frais qui a scandalisé l'Angleterre et qu'il a dénoncé tout de suite, y compris dans son propre camp, qu'il s'est fait une place dans l'estime et dans le cœur des Anglais. Imposé très vite comme le favori dans la campagne, à peine éclipsé par un petit nouveau de 43 ans lui aussi, Nick Clegg, le libéral-démocrate. Il incarne surtout le retour des Tories au pouvoir après 13 ans d'opposition. Alex Taylor, il est aussi cool et accessible qu'on ne le dit, David Cameron? Toutes ces questions de médias. Vous avez dit tout à l'heure, ça m'a frappé qu'il y avait des références vertes. Il faut savoir que quand lui, il prend son vélo derrière, on a prouvé, parce que les journalistes ont fait, il y a des voitures qui ramènent ses papiers, ses chaussures, etc., pour qu'il puisse paraître. Une des premières choses qu'il a faites d'ailleurs, c'est d'aller à l'Antarctique pour se faire photographier, pour que son parti puisse avoir des allures un peu plus vertes. Donc, c'est quelqu'un de très media-friendly, David Cameron. Florence? Je pense aussi qu'il est important de souligner que finalement, sa campagne n'a pas été très bonne. Monsieur Cameron, très populaire, mais depuis 3 ans qu'on l'attend dans les sondages, et encore il y a peu de temps, il avait une avance considérable. Finalement, le score qu'il obtient et un Parlement sans majorité absolue, c'est un score très décevant. Déception aujourd'hui. Colette Mello, vous partagez cet avis? C'est un peu décevant, certes, mais je pense qu'il a quand même fait une rupture avec le discours conservateur traditionnel. Il y a eu une rupture. Il a un peu recentré le débat. Il est ouvert à toutes les questions sociétales. Et bon, il s'intéresse. En tout cas, il montre un intérêt. Il vit avec son temps, c'est vrai, mais il est intéressé par le système éducatif. Il a parlé des services publics. Il fallait bien sûr rassurer les classes moyennes, pouvoir leur dire qu'on protégeait le service public tout en coupant les dépenses publiques, ce qui est difficile. Enfin, il a essayé de le faire et je crois que bon, il a modernisé le Parti conservateur. Jean-Louis. Et oui, il a vraiment essayé de se détacher de Mme Thatcher, quoi. Oui, il a vraiment voulu apparaître comme le non thatcherien de cette histoire, ce qui a rendu, moi je trouve un peu compliqué parce qu'il n'est pas très précis, ce monsieur. Mais j'ai découvert par exemple quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est un blonde qui avait écrit, qui est le fameux Red Tory. J'ai découvert qui paraît-il est un conseiller de Cameron, je ne sais pas si c'est vrai, qui est complètement autogestionnaire, qui a même des élans un peu marxisants par certains côtés. Je ne sais pas si vous connaissez ce conseiller de... Pas particulièrement, mais c'est effectivement un nom qu'on entend beaucoup et des références qu'on entend assez fréquemment. Ceci dit, moi je voudrais un petit peu relativiser ça. Il était très important pour Cameron de se distinguer de l'héritage de la Dame de Fer, mais d'un autre côté, comme vous le disiez d'ailleurs, le discours est un peu flou, c'est pas très net, parce que finalement les politiques n'ont pas nécessairement extraordinairement changé. Le parti s'est certes modernisé en termes de politique sociale, etc., mais globalement, économiquement, les conservateurs restent très néolibéraux et les politiques qu'ils s'apprêtent probablement à appliquer seront extrêmement dures. Donc je pense que ça explique aussi peut-être l'incertitude des Britanniques et leur manque d'enthousiasme à voter pour les conservateurs. Finalement, Cameron a modernisé le parti, mais il a certainement modernisé essentiellement en termes d'image. Maintenant, reste à savoir dans quelle mesure le parti lui-même a changé, et ça, je pense qu'avec de très bonnes raisons, les électeurs sont beaucoup plus prudents. Alors, avant de se rendre à l'ambassade, Alex Taylor, sur ce point aussi, sur l'image de David Cameron. Sur l'image, mais je voulais juste revenir sur votre point de vue, c'est-à-dire qu'il y a un an, vous aurez fait un sondage, mais David Cameron remportait, mais sans aucun doute contre Gordon Brown cette élection. Et quelque part, c'est un échec maintenant qu'il n'ait pas cette majorité. Gordon Brown est quand même facile à abattre. Il y a la lassitude après 13 ans, donc on veut un changement. Et en plus, on met un Gordon Brown. Donc c'était très difficile pour les travaillistes. Et en plus, la récession. Si on ne peut pas gagner là, il y a de vraies questions à se poser. Pourquoi Cameron n'a pas remporter une majorité plus... Parce que les Britanniques se méfient d'une politique ultralibérale, peut-être. C'est peut-être ça. On est passé par là. Hein. Ils n'ont plus confiance dans les politiques, enfin les principaux partis politiques, les courants historiques. Et juste un point, c'est que on a beaucoup reproché à Cameron et à son équipe rapprochée et non sans tort d'être des gens qui sont un peu coupés des gens de tous les jours. C'est quand même des gens qui sortent de la meilleure école, Eton, en Grande-Bretagne, lui et son ministre des Finances.
Donc, c'est des gens qui, à juste titre, dont on a dit, qui sont pas the man in the street, l'homme de la rue, n'a pas beaucoup de points en commun. C'est pour ça, en fait, que pendant des mois et des mois, il s'est donné cette image de l'homme proche du peuple, justement pour contrecarrer ça. Florence Fauché-King, David Cameron, on le connaît comme conservateur, peut-être qu'on va le retrouver comme Premier ministre. Et quel interlocuteur il va pouvoir être pour ses voisins, pour la France, pour le reste de l'Europe? Certains pensent qu'il sera peut-être moins eurosceptique une fois qu'il sera Premier ministre que dans l'opposition. Et c'est sûr que quand on est dans l'opposition, on peut tout se permettre. Ceci dit, il est à la tête d'un parti qui est fondamentalement eurosceptique. Et l'ensemble de la population est globalement très très prudente et très peu intéressée par l'Europe. Alors on va continuer d'en parler. Juste, je m'excuse un instant parce que nous allons retrouver Caroline Delage qui est toujours à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris et qui est avec le secrétaire d'État aux affaires européennes, Pierre Lellouche. Caroline, c'est à vous. Avec Pierre Lellouche, absolument. Bonsoir Pierre Lellouche. Alors, on ne commente pas les résultats qui sont seulement des résultats sortis des urnes, des sondages sortis des urnes. Vous avez dit quoi qu'il arrive, la France travaillera avec le prochain gouvernement britannique, pas de favori. Bien sûr que non. Moi, j'arrive tout juste d'Allemagne, là, puisque j'ai passé la journée ce matin à Sichazel, à la maison de Robert Schuman, puisque nous célébrons ce week-end le 60e anniversaire de l'appel de la déclaration Schuman. Le reste de la journée en Allemagne, et donc il me paraissait normal de venir saluer la communauté britannique à Paris. L'Angleterre est la plus vieille démocratie d'Europe, donc c'est un beau moment de démocratie. Nous verrons demain le résultat. Qu'est-ce que vous attendez de la relation franco-britannique dans les mois, les années à venir? Le plus d'intimité possible. Nous sommes de vieux amis et de grands alliés. Nous avons l'Europe a besoin de l'Angleterre, l'Angleterre a besoin de l'Europe, surtout dans la période de troubles que nous vivons. Voilà, c'est juste mon passage à l'ambassade ce soir, c'est simplement un geste d'amitié en direction de nos amis anglais à Paris et là-bas. Voilà. Vous craignez un regain d'eurosceptisme en Angleterre? Madame, je ne ferai aucun commentaire avant que nous ayons un nouveau gouvernement. Merci beaucoup Pierre Lellouche d'avoir été en direct sur Public Sénat. Merci Caroline. Alors on vient de l'entendre avec Pierre Lellouche qui a parlé, qui a souhaité en tout cas le plus d'intimité possible dans les relations franco-britanniques. C'est un vœu pieux. Colette Mello. Il est vrai que les Britanniques et les Français sont très différents. Ah, ça veut tout dire si vous commencez comme ça. Oui, non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je pratique des Britanniques depuis très longtemps. J'ai des amis de très longue date. Je m'occupe d'un jumelage dont nous allons fêter le 20e anniversaire après-demain. Je reçois demain une délégation d'une 50aine de Britanniques. Des conservateurs pour la plupart d'ailleurs, et je dois dire que même s'ils sont eurosceptiques, parce que nous en parlons très, très franchement, ils ont voulu le jumelage il y a 20 ans, et ils sont pour une Europe économique forte, même si bon, ils ne sont pas pour une Europe politique, mais ils sont pour une Europe économique. Et ils en connaissent tous les avantages. Alors je crois qu'il ne faut quand même pas caricaturer le... D'accord, mais vous n'auriez peut-être pas jusqu'à parler d'intimité comme Monsieur Lellouche. Bon, peut-être pas. Peut-être pas. Voilà. Alors on va se rendre directement à Londres avec Loïc Venin. Rebonsoir Loïc. Comment les résultats ont été accueillis sur place, ou en tous les cas les estimations? Eh bien, pour l'instant, on a des premières déclarations du Parti travailliste qui pointent vers un accord possible, comme on prévoyait avec les libéraux démocrates, puisque le ministre des Entreprises, Lord Mandelson, a clairement fait savoir qu'il n'avait, selon lui, dit-il, aucun problème à former un gouvernement stable, un appel du pied aux libéraux démocrates, mais le problème, c'est que dans ce sondage sorti des urnes, les libéraux démocrates font nettement moins bien que prévu, puisqu'ils font moins bien que les dernières législatives de 2005. Tout à fait. Et Loïc, est-ce qu'il y a une incertitude politique? On a exclu, là, avec nos invités, on exclut le risque d'une crise, mais est-ce qu'on peut parler ce soir d'une incertitude politique quant au résultat définitif? On peut parler d'une incertitude politique, mais il faut bien réaliser qu'avec 307 sièges selon le sondage sorti des urnes, les conservateurs sont quand même extrêmement proches de la majorité absolue, qui est à 326 sièges. Et puis, si on retire de ces 326 sièges les 5 sièges du parti irlandais Sinn Féin qui ne votent pas,
plus 4 sièges qui également n'appellent aucun vote. On est à une majorité absolue, en fait, technique de 316 sièges. Donc les conservateurs se trouvent à 9 sièges de la majorité absolue technique. Donc c'est très faisable et c'est exactement ce que David Cameron va dire. Dernière question, Loïc, pour l'ambiance. On parlait d'effervescence tout à l'heure avant les premiers résultats. Est-ce qu'ils ont été fêtés dans les rues ou pas? Non, il y a, dans les y a pubs, aucun peut-être. dans les pubs, à Trafalgar, à Piccadilly, il n'y a aucune joie, aucune manifestation publique parce que justement, comme vous le dites, il y a une grande incertitude, donc rien n'est encore joué. Merci beaucoup Loïc Venin pour vos différentes interventions ce soir. On arrive à la fin de cette tranche. Je voulais vous remercier beaucoup pour vos interventions et vos analyses pour cette soirée, donc en direct sur Public Sénat, consacrée aux résultats sur les élections législatives britanniques. On retiendra que pour le moment, les résultats sont encore incertains, beaucoup de prudence, mais vous avez vu les tendances. Je vous les rappelle simplement, 307 sièges prédits pour les Tories de David Cameron, 255 pour le Labour, 59 pour les libéraux démocrates et selon Loïc Venin que vous venez d'entendre, peut-être se dirige-t-on vers une coalition entre le Parti travailliste et les libéraux démocrates. En tous les cas, c'est à voir. Merci de nous avoir suivis. Très très belle fin de soirée à vous.